Je vous propose de commencer dès maintenant notre table ronde sur l'ouverture à la concurrence dans les TER. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose d'écouter une petite allocution de Benoît Simian. Benoît Simian, député de la Gironde, qui nous accueille aujourd'hui. Donc c'est grâce à lui si cette table ronde peut se tenir ici à l'Assemblée nationale. Et donc je vous propose de l'écouter tout de suite. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour le 9e Grand Prix des régions à l'initiative de Ville Rail et Transport. C'est l'occasion de mettre en avant tout ce que les régions font et je n'ai de cesse de répéter à Paris qu'il faut faire confiance à nos territoires, que tout ne se décide pas depuis Paris et c'est avec ce Grand Prix l'occasion très clairement de mettre en valeur tout le travail qui est accompli. Travail qui est accompli pour qui? Travail qui est accompli pour l'usager contribuable. Qu'est-ce qui compte? Combien ça coûte? Et la qualité du service. Sur ces sujets-là, je vous sais tous très engagés. Ville Rail et Transport va récompenser ce soir les initiatives qui sont mises en place sur les territoires. Certaines régions sont en pointe et seront ce soir mises à l'honneur à plusieurs reprises, mais globalement, toutes les régions sont engagées en faveur de la réussite de nos mobilités au cœur de nos territoires pour réussir l'amélioration des transports du quotidien. C'est aussi la politique qui est menée depuis le début du mandat, avec très clairement la volonté de mettre le paquet sur les transports du quotidien. Et puis un défi majeur, c'est celui de l'ouverture à la concurrence. Il a été posé dans le nouveau pacte ferroviaire qui a été présenté par Elisabeth Borne l'année dernière. Il s'agit de réussir ce défi-là. Et demain, nous devons réussir encore d'autres défis, notamment je pense à celui de la neutralité carbone avec l'objectif de la neutralité totale en 2050. Les régions ont un travail à accomplir là-dessus. Vous pouvez compter sur mon soutien. Je suis naturellement très engagé sur la mission qui m'avait été confiée par le Premier ministre du train à hydrogène. Et je félicite l'ensemble des régions qui ont fait équipe commune pour aller vers cette expérimentation. On ne parle plus d'ailleurs d'expérimentation. Les Allemands font rouler le train à hydrogène, mais qui ont su mutualiser leurs forces pour commander auprès des industriels cette nouvelle technologie. Peut-être dans les années à venir, nous aurons l'occasion de récompenser des régions lancées dans cette technologie hydrogénante. Je vous souhaite bien entendu un très bon colloque qui tombe à point nommé parce que nous sommes en train actuellement de débattre à l'Assemblée nationale de la loi d'orientation des mobilités qui très clairement est sur les mêmes sujets que vous débattez, sur lesquels vous allez débattre ce soir. La digitalisation, la tarification, la gouvernance. Et puis la relation avec l'usager, et je sais combien cette relation avec l'usager est importante, elle est au cœur du défi que nous devons collectivement réussir dans l'intérêt de l'usager contribuable. Je vous souhaite un excellent colloque Ville Rail et Transport pour ce 9e Grand Prix des régions. Vous pouvez compter sur le soutien de l'ensemble des parlementaires qui sont là pour accompagner les régions de France dans toutes les innovations pour réussir tous ensemble les défis que doivent relever les mobilités. Réussir le défi de l'ouverture à la concurrence dans les TER. Donc, comment y parvenir? C'est à cette question, à cette grande question que nous allons tenter de répondre cet après-midi avec nos invités que je vous présente tout de suite. Donc, à ma gauche, Roch Brancourt. Roch Brancourt, vous êtes vice-président chargé des transports à la région Pays de la Loire. À vos côtés, David Valence, qui est vice-président également chargé des transports à Grand Est. Presque à vos côtés, Claude Steinmetz, directeur ferroviaire France de Transdev. Sophie Espier, vous êtes directrice institutionnelle à Bombardier France Transport. À côté de vous, Franck Lacroix, vous êtes directeur TER à la SNCF. Et enfin, Vincent Pouillet, vous êtes président d'Alpha Train. Directeur général, j'ai peut-être un petit peu été trop vite. Normalement, Hervé Morin devait être présent avec nous à l'occasion de cette ouverture de la table ronde. Il a eu un empêchement de dernière minute, mais il tenait à être quand même avec nous. Et donc, étant président de Région de France, notre partenaire sur cet événement, il tenait à nous adresser un message sur l'ouverture à la concurrence des TER que je vous propose d'écouter tout de suite, avant de donner la parole à nos invités.
Bonjour à toutes et à tous, je salue le patron des TER, Franck Lacroix, avec lequel on travaille très bien. Je salue Laurent Bouillet, j'espère que les trains qu'il est en train de me fabriquer sont à l'heure, président Bouillet, et je salue toutes celles et tous ceux qui sont concernés par un sujet qui est un sujet essentiel, qu'est cette réforme ferroviaire, dont on attend beaucoup, qui n'est pas d'ailleurs un sujet extrêmement facile à construire. Et c'est mon premier message. Je le dis à Franck Lacroix et à l'ensemble des cadres de la SNCF. J'ai eu l'occasion de le dire il n'y a pas si longtemps à Guillaume Pépi. Il faut que vous nous aidiez pour bâtir ce schéma-là. Alors j'entends le discours du patron de la SNCF nous disant que c'est un aiguillon, que c'est la capacité de réformer, de transformer le système, de rendre plus efficace, plus performant, en dépit des efforts extrêmement importants qu'ont effectué notamment la branche TER depuis des semaines. Je suis allé à Lyon il y a peu de temps et j'ai pu le constater. Très clairement, l'ouverture à la concurrence, c'est un aiguillon pour vous, mais c'est aussi un aiguillon pour nous. En clair, on a aussi des compatriotes qui, jusqu'alors, voyaient aux gémonies la SNCF et qui nous disaient « mais est-ce qu'un jour on va pouvoir changer d'opérateur ?» et à qui on disait « pas possible ». Désormais, c'est quelque chose de possible. Donc nous, on a aussi l'aiguillon d'un certain nombre de nos compatriotes qui veulent que les choses marchent mieux. En vérité, sur le TER, les choses marchent plutôt pas si mal que ça. Alors, ça dépend des régions. Si Renaud Muselier était là, il n'y aurait pas le même discours. Mais très clairement, les Français font l'amalgame sur le tout, alors que ce qui marche extrêmement mal, c'est surtout les trains intercités qui ont été abandonnés depuis des décennies. Mais au bout du compte, ce dont on a besoin, c'est qu'en effet, on puisse expérimenter et commencer à ouvrir à la concurrence. Pour nous, ce sera un moyen de voir s'il y a d'autres opérateurs qui peuvent faire mieux. Pour vous, ce sera l'obligation de revoir aussi un certain nombre de process. Mais la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on puisse le faire, j'allais dire, ensemble. Ensemble, c'est-à-dire en nous donnant les informations dont on a besoin. Et là-dessus, il y a encore une marge de progression. Voilà, les plans de maintenance, pour prendre un seul exemple, la réalité des conditions d'exploitation, les éléments assez précis sur les volumes, les conditions tarifaires appliquées volume par volume. Enfin bon, bref, on a toute une série de sujets sur lesquels on a besoin de connaître très précisément les conditions d'exploitation. Je crois qu'il y a encore des marges de progrès, je pense notamment à toute la question de la maintenance. Deuxièmement, bien entendu, il faut aussi qu'on ne se retrouve pas avec un poids gigantesque lié à des redevances diverses et variées, qu'elles soient sur l'usage des voies ou que ce soit aussi sur Gares & Connexions. Donc on voit bien que ces équations-là sont des équations importantes qui permettront de réussir ou non l'ouverture à la concurrence. Donc nous ouvrirons, je crois, à peu près tous, je crois qu'il y a une ou deux régions qui vont attendre, mais nous ouvrirons tous à la concurrence. Je pense dans un premier temps en étant relativement prudent, parce que, bon, il faut voir. Et deuxièmement, probablement en espérant que la SNCF, c'est ça mon message d'espoir, c'est que la SNCF soit suffisamment performante pour éventuellement gagner les marchés qui seront ouverts. Parce qu'en effet, l'aiguillon va marcher. Voilà, donc bonne journée à toutes et à tous. Bravo pour celles et ceux qui seront récompensés pour la qualité de leur innovation. Il y a derrière le train un imaginaire assez incroyable. On a le sentiment que derrière chaque Français, il y a un cheminot. Moi, je vois à chaque fois que je touche à quelque chose dans ma région, il y a immédiatement des levées de boucliers, des observations. J'étais lundi matin avec le patron de la FNOT régionale. Je vous jure, si j'avais pu l'embaucher, je l'aurais embauché parce qu'il connaissait mieux les grilles horaires que mes collaborateurs. Il connaissait les spécificités du matériel, etc. Donc il y a un nombre de Français qui sont attachés au ferroviaire et au train qui est absolument considérable. Bon, il faut leur rappeler que c'est pas bon marché, tout ça. Mais en clair, c'est un sujet extrêmement sensible. C'est pas un sujet facile.
Facile parce que le train c'est complexe en vérité, et puis parce qu'on a tellement souffert de sous-équipement pendant des décennies que le potentiel de développement est souvent assez limité, notamment quand on prend l'accès aux gares, la gare Saint-Lazare en étant un symbole. Mais on a tous intérêt à ce que ça marche, cette ouverture à la concurrence, pour la SNCF, pour qui c'est un défi, pour ceux qui veulent rentrer sur le marché, et puis pour nous aussi. Bonne journée. Voilà, Hervé Morin a dressé une petite liste des enjeux de cette ouverture à la concurrence. Il n'est pas rentré dans le détail de l'ouverture à la concurrence pour les TER parce que lui, aujourd'hui, est plus préoccupé par la reprise en main des intercités. Et donc, pour lui, l'ouverture à la concurrence des TER se fera un peu plus tard. Mais les deux élus régionaux qui sont avec nous aujourd'hui gèrent des régions qui, elles, sont pleines d'allant et qui ont chacune, à leur façon, commencé à lancer la procédure de l'ouverture à la concurrence. Roquebruncourt, la région Pays de la Loire, vient de lancer un AMI qui a été clôturé le 10 mai. Pourquoi avez-vous choisi de lancer cette démarche et quels sont vos objectifs ? Bonjour à tous. Alors nous avons d'abord notre objectif, et je crois qu'il est partagé par sans doute tous ceux qui prévoient d'ouvrir à la concurrence leur réseau, c'est d'augmenter l'offre à coût à peu près constant, d'une part, et puis d'augmenter le niveau de qualité de service. Et pour ce faire, il nous a semblé qu'il y avait encore de nombreuses questions qui se posaient et qu'on avait devant nous plusieurs possibilités pour avancer. Nous avons choisi celle de l'appel à manifestation d'intérêt avec plusieurs objectifs. On veut essayer de répondre ou d'approfondir notre compréhension des enjeux de manière assez concrète sur notre réseau, en matière par exemple de comment allotir le réseau, quel lot on doit découper, comment on va gérer les questions de maintenance, de centre de maintenance, comment on va gérer aussi les questions de distribution, par exemple. Donc beaucoup de questions. Et il nous a semblé que c'était intéressant, avant d'écrire notre cahier des charges, de consulter les opérateurs. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé cette AMI. Donc nous avons la liste maintenant des candidats pour répondre à notre appel à manifestation d'intérêt. Est-ce qu'on peut savoir lesquels ? Oui, donc il s'agit, dans le désordre, je dis ça pour ne pas froisser les uns les autres, mais d'abord SNCF Mobilité a répondu. En tout cas, c'est porté candidat pour recevoir le dossier assez costaud sur la base duquel nous allons demander à tous les candidats de répondre à un questionnaire et de nous faire part de ses propositions, de ses suggestions, de ses idées. Donc SNCF Mobilité a répondu, Transdev a répondu, RATP Dev a répondu, Alpha Train a répondu, Alstom Transport, Arriva International et Centrus Investment Management. Donc là, on est en train de vérifier d'abord si tous les candidats remplissent bien les conditions. Enfin, vous avez compris que pour la plupart d'entre eux, c'est le cas. Et on va leur shooter dans les jours qui viennent le gros dossier sur la base duquel, d'ici le mois de juillet, ils vont répondre à nos questions. Et à l'automne, nous mènerons certainement des auditions avec probablement la plupart d'entre eux pour aller au bout de l'exercice. Et sur cette base-là, on va pouvoir conclure de notre côté sur notamment l'allotissement du réseau et préparer notre cahier des charges pour une procédure d'appel d'offres qui va se dérouler de 2021 à 2023, ce qui tombe bien puisque 2023, c'est la fin de la convention qui nous lie actuellement avec SNCF Mobilité. Et c'est aussi dans cette période-là, enfin d'ici 2021, qu'on va décider dans quelle mesure quelle est la proportion du réseau qu'on ouvrira. Voilà. Et c'est peut-être ce qui différencie notre démarche d'autres démarches, c'est que par principe, l'ambition de la démarche, c'est d'ouvrir une partie significative du réseau lorsqu'on va l'ouvrir. Pourtant, dans la convention que vous avez signée avec la SNCF, vous avez prévu d'ouvrir 13% du réseau. Est-ce que c'était donc comment vous avez déterminé ce chiffre ? Est-ce que vous êtes prêt à vous en affranchir ? On est prêt à s'en affranchir parce que ça, c'est ce qu'on appelle un ticket détachable. On s'était inspiré d'ailleurs de nos collègues de Grand Est. Peut-être qu'on ira effectivement plus loin, puisque avec la démarche d'AMI, je dirais que le ticket détachable nous permettrait de lancer un appel d'offres dès maintenant.
finalement, on a choisi plutôt de se donner les moyens d'aller au-delà de ce pourcentage. David Valence, donc la région Grand Est n'a pas suivi la même démarche. Vous avez signé aussi une convention avec la SNCF, si je ne me trompe pas, en 2016, qui était en fait un peu une première, si on peut dire, parce que vous aviez renégocié de façon très intensive avec la SNCF. Vous prévoyez aussi dans cette convention d'ouvrir à la concurrence votre réseau. Et est-ce que vous diriez qu'il y a plusieurs modèles pour les régions en matière d'ouverture à la concurrence des TER ? Et si oui, quel est le vôtre ? Je pense d'abord qu'il faut bien préciser une chose, en écho aux propos un peu facétieux du président Morin. Il faut d'emblée se placer dans une situation où l'ouverture à la concurrence ne se fait pas contre un opérateur, et en l'occurrence contre l'opérateur historique, mais elle se fait pour plus de services et pour les usagers de transport, et pour qu'il y en ait plus. Alors, effectivement, je pense qu'il est très important de se fixer des objectifs quand on procède de la sorte, parce que le travail à réaliser pour les équipes est absolument considérable, pour ceux qui répondront aussi, mais pour les équipes en interne, ça demandera un renforcement très significatif, et donc, d'emblée, il faut se fixer des objectifs qui soient assez précis. Si je résumais, ces objectifs, ils peuvent être de 3 ordres. Il y a la question du prix. Est-ce qu'on veut économiser ou pas économiser par rapport à ce qu'aujourd'hui on verse à la SNCF pour faire rouler un nombre de trains donné sur tel ou tel axe? Ça n'est pas forcément l'objectif que nous souhaitons poursuivre. Ou plutôt, on n'est pas à ce point naïf que de penser que les économies pourraient être significatives à court terme. Et en tout cas, s'il y en a, on préfère les utiliser pour autre chose. Le deuxième objectif qu'on peut se donner, il est lié au premier, c'est celle de la variation du volume d'offres produits pour une somme donnée. Et là, en revanche, on a choisi d'emblée de se dire que c'était notre objectif numéro 1. C'est celui que nous poursuivrons sur des lignes qui ont des caractéristiques très particulières, puisque les 2 lots que nous avons insérés dans l'avis européen d'information qui est sorti en avril sont des lots qui relèvent de ce qu'on appelle communément les petites lignes ou les lignes de desserte fine du territoire. Et puis, le troisième type d'objectif, c'est la qualité de service. Tu le disais, Roch. On comprend que pour nos collègues de la région sud, ce soit un objectif important entre Marseille et Nice ou dans l'étoile ferroviaire de Nice. On n'a pas exactement, hormis peut-être sur 2 lignes Vallée de la Marne et puis l'ancienne ligne 4 Intercité, on n'a pas forcément des problèmes qui sont aussi aigus dans le Grand Est. Et donc c'est surtout sur le volume d'offres qu'on cherche à jouer, c'est-à-dire ce qu'on espère comme réponse sur les 2 lots qui relèvent, je le disais, des petites lignes, c'est des propositions qui nous permettent d'offrir plus de services aux citoyens, parce qu'on pense que c'est l'une des conditions d'attractivité du transport ferroviaire en général. Surtout que la région Grand Est est une bonne élève dans le domaine des TER. C'est-à-dire, je crois que vous affichez le prix train-kilomètre le moins élevé de France en moyenne. Oui, c'est vrai. Après, on n'a pas forcément le prix des péages le moins élevé de France. Et donc, ceci nuance un petit peu cela. Je crois même qu'on est dans les régions qui payent le plus au péage. Mais pas pour par rapport à Pays de la Loire. Pas pour les TER. Non, mais pour la circulation, effectivement, sur mobilité, la capacité de mobilité à produire des trains un peu moins chers qu'ailleurs, en Grand Est, elle est déjà effectivement en partie réalisée, même si on pense qu'il y a des pistes d'optimisation importantes. Alors, juste un point sur le choix qu'on a fait du lot. Donc, vous l'avez dit, en fin 2016, on s'était d'emblée dit qu'on pouvait ouvrir à la concurrence 10% des trains qui circulent, donc ça fait 3 millions de trains-kilomètres dans le Grand Est. Et donc, ça n'est pas une surprise qu'on se positionne, ça fait presque 3 ans maintenant qu'on avait dit qu'on le ferait. Et on le fait avec une conviction très forte, qui est de dire que les nouvelles technologies, la capacité à
à faire monter plus de personnes dans des véhicules individuels, les mobilités électriques, le véhicule autonome, n'épuisent pas la nécessité d'un recours au mode lourd, y compris dans des zones qui ne sont pas des zones très denses. Et quand on regarde bien, d'ailleurs, si on se donne un peu de profondeur sur l'usage des infrastructures, sur beaucoup d'infrastructures, ce qui est aberrant, ce n'est pas de chercher des solutions, quelles qu'elles soient, ferroviaires ou autres, pour utiliser ce qui a été aménagé pendant des décennies, mais c'est de laisser tomber sans avoir de projet. Et nous, ce qu'on a choisi de tester, c'est cette idée qu'on peut redynamiser des lignes ferroviaires. C'est le cas dans le premier lot qui tourne globalement autour du massif des Vosges à destination de Strasbourg. Des lignes ferroviaires et routières, puisque notre lot comprend les deux. Et c'est intéressant ici, je pense, pour beaucoup d'opérateurs et de professionnels, que d'avoir mis à la fois du routier et du ferroviaire dans ce premier lot. Et puis dans le second, on a de l'intégration verticale avec une délégation de gestion sur l'infrastructure, la capacité donc à choisir qui va faire des travaux pour rouvrir une ligne ferroviaire, Nancy contre Aix-et-Ville, la maintenance et les circulations et la production de trains. Donc c'est à la fois un lot qui est en dessous des 10% qu'on s'était donné, ça représente un peu plus de 5%, donc c'est une expérimentation. On a déjà dit où on pourrait ouvrir des lots supplémentaires, essentiellement à destination de l'Allemagne, quand on aura des matériels transfrontaliers qui nous permettront de le faire dans de bonnes conditions. Mais en même temps, c'est un choix qui est assez volontariste de notre part, puisque c'est un acte de foi dans le mode lourd qu'est le ferroviaire, y compris en milieu peu dense. Claude Steinmetz, donc on a entendu un certain nombre d'enjeux qu'il est important de réussir. Le processus d'ouverture à la concurrence est bel et bien lancé, mais on est encore dans l'attente de textes, donc il y a encore des discussions à venir. Quelles sont, selon vous, les conditions de la réussite de cette ouverture à la concurrence ? Alors tout d'abord, je tiens à dire que, à mon sens, l'ouverture est dès à présent un succès. Un succès pourquoi ? Parce que quand je regarde les dernières conventions signées par la SNCF et les régions, j'observe dès à présent plus d'efficacité, plus de qualité, plus de services. Et j'allais dire à coût constant, voire moindre. Donc oui, l'ouverture a déjà permis un premier progrès. Je regarde notamment à travers la Convention Sud ou la Convention Nouvelle-Aquitaine, par exemple. Cela dit, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin parce que le cœur de métier, c'est bien le service aux clients. Et pour cela, il faut effectivement avoir une méthodologie. Donc, pour répondre clairement à votre question, je pense que tout d'abord, il faut anticiper. Donc, il ne faut pas un grand soir, un grand matin, mais il faut une compréhension des enjeux, il faut définir des lots qui sont viables économiquement. Je souligne tout l'intérêt des AMI quand les régions le souhaitent. Et donc, effectivement, Transdev a répondu à l'AMI de la région Sud et répond à l'AMI de la région Pays de Loire. Il y a également d'autres points qu'il faut anticiper, qui sont compliqués. C'est les aspects maintenance, c'est les aspects distribution. Je tiens à souligner également un deuxième point. Pour réussir, il faut, au-delà de l'anticipation, il faut associer. Associer, pour moi, ça veut dire, naturellement, associer les nouveaux entrants, associer l'opérateur historique, associer des collectivités locales, toutes les collectivités locales. Il faut qu'on ait des régions fortes, avec la capacité technique pour mener à bien un sujet quand même relativement complexe, c'est une première. Il faut associer le corps social, sans lequel rien ne pourra se faire. Donc là, on a clairement déjà fait beaucoup. Il y a un travail considérable qui a été mené. Il faut encore aller plus loin. Et je pense qu'il faut donc agir, c'est le troisième point, avec progressivité. Progressivité, je me félicite aujourd'hui que toutes les régions ne partent pas en même temps sur l'ouverture. Il y a des régions Grand Est, région Sud, région Hauts-de-France, qui ont déjà lancé leur avis de préinformation européenne, donc ce qui veut dire que d'ici un an, j'espère voir des cahiers des charges et avoir l'honneur d'y répondre. Il y a des régions qui ont lancé des AMI, Pays de Loire notamment. Il y a d'autres régions qui ont mis dans les conventions des lots
qui étaient identifiés. Il y a donc tout un travail de réflexion qui est fait, et donc l'ouverture va s'enclencher de façon progressive. On peut que s'en féliciter. Je pense que dans les textes qu'il faut encore travailler, c'est naturellement tous les aspects sociaux, où là encore, nous sommes aujourd'hui, au quotidien, et cet après-midi, j'étais encore avec le DRH de la SNCF, on regarde les aspects classification, rémunération ou autres qu'il faut encore traiter pour que le corps social vive correctement et sereinement le transfert d'une entité à une autre entité, et tout cela dans l'intérêt du service public. Alors sur ces aspects sociaux, qu'est-ce qui bloque précisément ? Je pense qu'il n'y a pas de choses qui bloquent. Je pense qu'il faut laisser au temps le temps. Il faut effectivement qu'on ait le temps de l'explication. Il faut un temps de la compréhension. Il faut également que nos interlocuteurs que nous avons en face de nous puissent discuter avec, j'allais dire, leur mandant. Et on avancera. Maintenant, c'est vrai aussi qu'il ne faut pas jouer la montre. Donc, il faut des personnes responsables autour de la table. Et est-ce qu'il ne devait pas y avoir un décret, là, tout prochainement, sur le transfert des personnels que devait prendre l'État ? J'avais noté fin avril. Je vois que vous notez bien les choses. C'est là où je dis, et on a rencontré la ministre encore la semaine dernière, donc oui, le sujet est pris au plus haut niveau. Il y a une attention particulière de tous les acteurs pour que les choses avancent, peut-être pas aussi rapidement que souhaité, mais je pense qu'il faut qu'elles avancent, et qu'elles avancent dans la concertation. Donc pas par oukase, mais bien par une marche progressive. Merci. Je vais passer la parole à Franck Lacroix. La concurrence, la SNCF s'y prépare depuis longtemps. Vous en êtes où ? Voilà, c'est une question un peu générale aussi, voilà, mais pour un petit peu fixer les choses, parce que c'est pas une nouveauté. Oui, bien sûr. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, je voudrais dire un peu en réponse aux interventions de nos élus et donneurs d'ordre, d'abord que moi et toute la SNCF d'ailleurs, a une très grande conscience de notre responsabilité. Responsabilité d'abord d'opérer le service qui a un tel impact sur la population française, premièrement, et surtout responsabilité à réussir cette étape cruciale, majeure, essentielle dans le monde de la mobilité en France, qui est l'ouverture à la concurrence du transport ferré de voyageurs. On est attendu, bien sûr, sur la réussite, au fond, de la réforme ferroviaire, à travers toute la transformation de la SNCF, et qui va bien au-delà de la seule ouverture à la concurrence. Vous en connaissez les équations, elles sont majeures. Pour ce qui me concerne, moi je suis en charge en effet de l'activité des TER, et celle-ci, elle est effectivement très concentrée sur la préparation de la SNCF à ouvrir à la concurrence et son implication pour que le système, comme le disait Claude à l'instant, puisse être favorable à sa mise en œuvre en termes d'ouverture, de consultation, d'appel d'offres, etc., et de mise en œuvre derrière. Alors, je le dis régulièrement, nous on aborde cette phase-là dans une logique de conquête et de performance. Parce que moi je suis convaincu que la chance magnifique que nous avons dans cette étape cruciale, c'est que notre marché est un marché de croissance, que l'attente des concitoyens est énorme dans ce domaine-là, et qu'au fond, moi je n'ai aucun problème à aborder notre marché de demain avec des partenaires, des concurrents, pour réfléchir, pour se motiver entre nous, etc. Ça n'est pas un sujet pour moi. Surtout si on l'aborde dans cette logique de conquête. Mais la conquête, elle n'a pas de sens si elle ne s'accompagne pas d'une exigence qui est très largement d'ailleurs portée par nos clients, les régions, et par nos usagers, les voyageurs, une exigence en matière de performance. Ce marché-là ne pourra croître que s'il offre toutes les caractéristiques en attente des usagers. Et donc, c'est dans cette logique-là que moi j'ai lancé notre programme de transformation industrielle il y a déjà 2 ans maintenant, un peu plus maintenant, qu'on appelait CAP TER 2020, et au fond, qui cherche à reconquérir des nouveaux voyageurs, alors qu'on était en perte, qui cherche à repartir dans le bon sens pour mettre les trains à l'heure plutôt que d'en remettre plus en retard chaque année, et pour maîtriser nos coûts, c'est-à-dire produire du train et du voyageur kilomètre moins cher.
Aujourd'hui, le cap que j'avais fixé, il était à horizon 2020. On a fait un bilan à mi-étape. Bien sûr, quand on fait un bilan à mi-étape, on est tenté de faire des moyennes. Et personne ne s'y retrouve dans les moyennes. Mais en tous les cas, moi, j'y vois aujourd'hui des éléments très encourageants, parce que nous sommes repartis de manière durable maintenant depuis 2 ans à la croissance du nombre de voyageurs, une habitude que nous avions perdue pendant 5 ans pour les TER. Deuxièmement, parce que je regardais les résultats de régularité depuis le début de l'année 2019. Nous sommes aujourd'hui à un résultat qui fait qu'on a baissé de 30% au niveau national le nombre de trains en retard. Ça n'est pas fini. Je sais que nous avons encore des attentes très fortes de nos voyageurs et qu'au fond, pour eux, passer de 10% de trains en retard à 7%, bon, je ne suis pas sûr qu'ils s'en rendent autant compte que moi. Et j'en suis absolument conscient. Et donc, on va continuer dans cette dimension-là. Quant au coût, c'est pareil. Nous avons des programmes extrêmement solides, décrits, industriels, pour optimiser nos processus de production, de réalisation du service, en jouant sur beaucoup de leviers. Et nous sommes aujourd'hui, par rapport à notre trajectoire, pour nous rapprocher des coûts attendus par nos régions, et d'ailleurs du benchmark qu'on nous a brandi à juste titre, probablement longtemps dans les colloques, nous sommes aujourd'hui, je pense, au rendez-vous de notre trajectoire. C'est-à-dire, parce qu'on parlait d'un écart de 30% des coûts, vous en êtes où? Bon, alors c'est compliqué ça, parce que voilà, il faut comparer des choses comparables, mais oui, nous sommes aujourd'hui, l'engagement qu'on avait pris dans un premier temps, c'était de nous rapprocher d'à peu près des 2/3 de cette référence en question. Aujourd'hui, à mi-parcours, nous sommes exactement au point qu'on attendait pour être au rendez-vous de la compétitivité de la SNCF. Voilà un peu ce qu'on est en train de faire en interne. Mais au-delà de ça, il y a des signaux, je crois, qui sont encourageants pour nous y préparer, comme ce qui a été souligné il y a quelques instants. Les nouvelles conventions qu'on a signées depuis fin 2016, et en tous les cas depuis ces dernières années, on a maintenant pratiquement à la fin de ce cycle de reconventionnement, nos conventions sont beaucoup plus engageantes et on s'engage sur la baisse de nos coûts du train produit et du voyageur produit, sur l'amélioration de la qualité du service, comme je l'ai dit, des objectifs de régularité très importants, de diminution de la suppression de trains, et puis un engagement que nous prenons à mieux remplir nos trains. Je le redis, c'est pour que ça coûte moins cher aux voyageurs, il faut qu'il y ait plus de voyageurs, c'est assez simple, mais c'est fondamental et au fond c'est l'objectif que nous partageons bien avec nos régions. Donc les négociations, ce que l'on cherche aussi à faire, et ça je crois que j'insiste beaucoup régulièrement là-dessus, c'est de faire en sorte que pour qu'il y ait plus de voyageurs à bord, bien sûr il faut que la qualité soit au rendez-vous, mais il faut aussi qu'on soit capable de répondre aux attentes des marchés. Et je le dis systématiquement, le TER, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Il y a différents marchés, il y a différentes attentes. Il y a les TER autour des grandes métropoles où là, ce que l'on souhaite, c'est pouvoir décongestionner l'entrée dans les villes et donc de la capacité, de la régularité, de la fréquence, ce qu'on appelle nos trains city. C'est être capable d'offrir une vraie offre rapide, confortable pour gagner des régions, des villes régionales entre elles. Parce qu'en France, on monte toujours à Paris pour aller ailleurs, mais enfin, voilà, entre les pôles régionaux, il y a beaucoup de demandes dans ce domaine-là. Et puis aussi pour desservir finement les territoires. Je suis sûr que c'est un sujet sur lequel on sera interpellé. Donc donner du relief à notre offre, ça aussi c'est un axe de travail en transformation profonde pour ce qui nous concerne. Un mot peut-être sur Keolis, filiale aussi de la SNCF qui s'intéresse à l'ouverture du marché. Comment vous allez intervenir ensemble de façon complémentaire quand un appel d'offres sera lancé? C'est très intéressant la question qui est portée autour de Keolis, parce qu'en fait, quand on nous la pose régulièrement, on nous dit bah alors, c'est TER ou c'est Keolis qui va répondre au sein de ce groupe SNCF, on n'y comprend rien. Bon, ben, je le redis à chaque fois, le fait que Keolis s'intéresse à notre marché, ce qui est vrai, signifie bien que demain, la réponse aux solutions de mobilité ne sera plus une réponse segmentée par type de mobilité. Au niveau on voit bien que la connexion de nos solutions multimodales ou bien géographiques va devenir un enjeu important. Et nous, on compte bien, au sein du groupe, en faire un outil de compétitivité, de différenciation. Donc oui,
on va réfléchir avec Keolis sur un certain nombre de situations pour voir si, ensemble, on peut apporter des nouvelles solutions et faire progresser les mobilités partagées en France. On a parlé de façon un petit peu générale sur les enjeux. J'aimerais maintenant qu'on rentre un peu plus dans le détail. Et je m'attendais à ce que l'un de vous deux, élus régionaux, vous me parliez de l'enjeu de la maintenance. L'un de vous deux, alors je ne me souviens plus lequel, peut-être vous, David Valence, vous m'avez dit que vous aviez eu une grosse surprise. C'est que tous les opérateurs que vous aviez rencontrés pour parler de l'ouverture à la concurrence, vous avez dit la même chose en ce qui concerne la maintenance. Oui, au moment où le pacte ferroviaire était en discussion l'an dernier, avec Région de France, il y a d'ailleurs plusieurs personnes qui travaillent à Région de France dans la salle, je les salue, mais quand on s'est mobilisé avec Région de France, l'un de nos points de vigilance, au-delà de la question bien sûr du matériel, des questions sociales dont on sait qu'elles se régleront en partie maintenant, c'était la question de la maintenance, avec cette idée pour nous de garantir la liberté de l'accès à des centres qui ont été financés pour toutes ou partie par les régions. Les pourcentages ne sont pas les mêmes, mais je prends le Technicentre de Mulhouse pour ce qui nous concerne, 100% de financement régional pour la construction de ce centre. Et bien sûr, comme Grand Est avait inclus dans sa convention fin 2016 la clause que j'ai évoquée sur les 10%, comme assez vite on a dit qu'on était décidé à le faire effectivement, on a été contacté par pas mal d'opérateurs potentiels. Certains simplement pour tester la température de l'eau, d'autres pour discuter avec nous. On a aussi aménagé plusieurs voyages chez notre grand voisin allemand. On est tout près pour ce qui nous concerne, donc c'est pas une grande expédition que d'aller voir comment ça fonctionne en Allemagne. Ça dépend un peu de quel land il s'agit, mais enfin, globalement, c'est très près. Et l'une des choses qui nous a beaucoup frappé, c'est qu'effectivement, tous les opérateurs qu'on a rencontrés nous ont exactement tenu le même langage sur la question de la maintenance. Alors, souvent, ils ne nous disaient pas comment on va pouvoir accéder au centre de la SNCF, mais ils nous disaient tout simplement, avez-vous identifié des endroits où on peut créer notre centre ? C'est une chose qui nous a beaucoup frappé, effectivement, cette conviction des opérateurs d'abord que le modèle des très grands centres de maintenance n'était peut-être pas celui qui était le plus pertinent, quelle que soit d'ailleurs la taille des lots concernés, et deuxièmement, cette prudence à l'égard de la capacité de la SNCF à organiser une liberté de partage de locaux dont elle a eu l'habitude d'avoir la jouissance toute seule. Et donc, ça va être une question importante pour nous, effectivement, que de savoir si il faudra systématiquement aménager des centres. Alors, je le dis tout de suite, on a déjà travaillé sur cette question, on a déjà identifié, notamment pour le lot qui est le plus simple, celui qui n'est pas en intégration verticale, on a déjà identifié le site qui se prêterait à la possibilité de construire un centre de maintenance. On est déjà même en train d'en discuter avec SNCF, car c'est SNCF qui construira ce centre, et en sachant très bien de quoi il s'agit, en l'espèce. Mais c'est une chose qui nous a frappés, et il est probable d'ailleurs que dans beaucoup de régions, on soit confronté à la même réponse, c'est-à-dire que face à la nécessité de partager des locaux avec SNCF, beaucoup d'opérateurs préfèrent avoir leur propre centre de maintenance, plus petit, plus modeste, et peut-être plus réactif, mieux réparti sur les lignes. Mais c'était une surprise, effectivement, par rapport à pourquoi on s'était battu il y a un an. Vous souhaitez réagir, Roch Grandcourt ? Oui, pour conforter les propos de David Valence, il est clair aujourd'hui que on ne croit pas, on perçoit de la part des opérateurs qui ne souhaitent pas partager les centres de maintenance. C'est perçu comme un frein ou une barrière à l'entrée pour les nouveaux entrants, futurs entrants. En Pays de la Loire, on va avoir un cas de test, si je puis dire, puisque les Coradia Liner qui sont sur Nantes-Bordeaux, Nantes-Lyon, donc des lignes intercités qui vont être ouvertes à la concurrence par l'État, sont entretenus dans le même centre
de maintenance de Nantes-Blotreau que les TER. Et aujourd'hui, c'est un sujet de préoccupation pour ceux qui veulent répondre. Et par ailleurs, dans le cadre des travaux qu'on mène pour analyser le potentiel allotissement de notre réseau à horizon 2023, on est aussi en train de rechercher des fonciers qui sont parfois des fonciers qui appartiennent à SNCF d'ailleurs. Donc on va donner la parole avant de donner la parole à Sophie Espier, on va donner la parole aux deux représentants des opérateurs. Donc Transdev ne veut pas partager un centre de maintenance avec la SNCF, si j'ai bien compris. La question est particulièrement claire, la vie est souvent plus complexe. Je vais dire, sommes-nous prêts à utiliser les centres de maintenance? C'était votre première question. On considère effectivement que les centres de maintenance de la SNCF sont performants et pourquoi pas les utiliser. Est-ce que nous sommes prêts à les partager? C'est une deuxième question. Est-ce que nous sommes prêts à partager? Nous considérons que, et là c'est le bon sens qui le veut, est-il possible que dans un seul garage, il y ait deux entreprises qui travaillent au quotidien, l'un à côté de l'autre, j'allais dire, pas forcément sur les mêmes voies, parce que dans un garage, il n'y a pas des voies, mais vous voyez la complexité qui va très vite s'instaurer, avec du personnel qui n'est pas de la même entreprise, ça semble en réalité peu viable. Et que se passe-t-il s'il y a un problème sur la voie, sur une des voies, au-delà de tout le problème d'accès à l'atelier, puisqu'il faut bien accéder à l'atelier. Ça nous semble particulièrement complexe, et l'expérience internationale que nous pouvons avoir, le groupe Transdev fait quand même aujourd'hui 10% de son chiffre d'affaires, donc plus de 700 millions d'euros à l'international en ferroviaire. Nous ne partageons jamais un atelier avec un autre opérateur, qu'il soit entrant ou historique. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ça ne nous semble pas viable sur le long terme. Ça ne veut pas dire qu'en phase de démarrage, il faille dire non. Je pense qu'il faut savoir être subtil, il faut savoir être pragmatique. Donc oui, pourquoi pas en phase de démarrage s'il le faut. Pourquoi pas d'ailleurs confier la maintenance à la SNCF s'il le faut. Si le cahier des charges est rédigé de la sorte, on se posera les bonnes questions. Mais aujourd'hui, ce n'est pas notre choix. Notre choix, c'est bien de mettre en place des ateliers. On en a construit plus d'une dizaine en Allemagne. On sait les construire à des coûts performants et on sait les amortir sur la durée du contrat. Donc pour nous, ce n'est pas un sujet et effectivement, nous sommes plutôt prudents et réservés sur le partage des ateliers avec un autre opérateur, que ce soit l'opérateur historique ou un autre nouvel entrant d'ailleurs. Mais est-ce que ce n'est pas du gâchis d'argent public quand le centre, effectivement, existe? Là, je vais passer la parole à Franck Lacroix. J'imagine que la SNCF est prête à accueillir des opérateurs alternatifs dans ces centres. Oui, mais enfin, quelque part, nous, la question ne nous est pas posée à nous de savoir ce qu'on préfère, en fait. Hein. Ma responsabilité, au fond, je le disais tout à l'heure, c'est de faire en sorte que tous les scénarios soient possibles. J'entendais Roquebancourt, et je comprends d'ailleurs son propos, associer un peu cette affaire de maintenance à une potentielle barrière à l'entrée. Bon, moi, je vais tout faire pour que ça ne soit pas le cas. Et quel que soit le scénario qui sera choisi par les régions. Et il y en aura, à mon avis, multiples, à la fois définitifs ou aussi transitoires, pourquoi pas. Donc moi, je vais tout faire pour rendre possible la coactivité au sein de Technicentre, si c'est ce que souhaite une région. Et bien sûr, Transdev ne l'a jamais fait, mais ça existe au Royaume-Uni, et on est allé voir ça de près pour comprendre quels sont les sujets techniques à traiter. Il y a la question de l'accès, il y a la question de la gestion des équipements. Enfin, il ne s'agit pas de se prêter notre brosse à dents tous les matins, je te rassure, Claude. Mais voilà, il faut faire les choses avec un peu d'ordre. Donc ça, ce schéma, il est possible. Le schéma qui consisterait à dire, est-ce que vous pouvez faire de la maintenance pour nous-mêmes? Oui, pour vous, on sera aussi capable, en tous les cas, on s'y prépare de cette manière-là. Et puis, bien sûr, l'option dont on voit qu'effectivement à l'international, elle se développe beaucoup, qui est au fond d'avoir des équipements dédiés qui font l'objet de la construction. Mais voilà, donc nous, on est prêts, et en tous les cas, tout n'est pas fini, mais on travaille dans ces trois directions pour que ça soit possible. Okay. La maintenance, c'est aussi un sujet auquel s'intéresse un constructeur, enfin tous les constructeurs, dont Bombardier. Quel rôle vous pouvez jouer dans le domaine de la maintenance, Sophie Bespier? Oui.
Effectivement, on s'y intéresse parce qu'on le fait ailleurs. On parlait du Royaume-Uni ou de l'Allemagne. C'est effectivement un rôle que les industriels peuvent jouer dans des pays où l'ouverture à la concurrence est déjà présente. Et c'est effectivement un savoir-faire dont on dispose, un industriel ayant conçu et construit les matériels roulants, et une compétence qu'on peut mettre au service des exploitants, quels qu'ils soient, que ce soit l'opérateur historique ou les nouveaux entrants, au bénéfice des régions. De quoi s'agit-il en fait ? Il s'agit d'augmenter la disponibilité des matériels roulants et en optimisant la maintenance, en rendant les matériels les plus disponibles possibles pour le service commercial. Donc c'est un enjeu crucial et on est prêt à apporter notre contribution dans le système qui va s'imaginer demain. Les régions, ces 15 dernières années, ont investi des sommes considérables dans le renouvellement des matériels roulants. Les besoins de déplacement, on l'a dit, sont croissants et donc il s'agit d'utiliser au maximum finalement les actifs existants et de rentabiliser les actifs existants en les rendant le plus disponibles possible pour le service commercial et en évitant les maintenances. Alors, sur le modèle, par exemple, de ce qu'on peut faire en Angleterre, je peux donner un exemple. Au Royaume-Uni, on a des contrats pour les opérateurs où on effectue la maintenance. On a un dépôt, par exemple, à Derby, à côté de Derby, où on a des outils. Un exemple très concret, les trains passent sous un portail au moment où ils rentrent dans le dépôt, ils sont scannés, ça envoie des signaux sur les opérations de maintenance à réaliser, de manière à bien programmer les opérations de maintenance, et surtout, les opérations ne sont effectuées que la nuit, en aucun cas la journée, pour que le jour, 100% des trains circulent. Un autre exemple, encore anglais, au moment des JO de Londres, où Bombardier est un acteur important et où on fait la maintenance de matériel, on a réussi à atteindre des taux de disponibilité exceptionnels sur les flottes dans cette période qui était extrêmement cruciale, avec des taux de disponibilité de 98%, malgré une augmentation de la fréquentation de près de 50% pendant cette période-là extrêmement chargée. Donc on voit bien qu'on a des compétences, des savoir-faire et des outils qu'on peut amener à disposition des acteurs demain pour rejoindre en fait la préoccupation que vous évoquiez, Monsieur Valland, c'est d'augmenter l'offre en fait au bénéfice des voyageurs, sans forcément que ça coûte plus cher, mais en l'organisant différemment. Et le dernier point que je voudrais souligner sur le sujet, c'est que en France également, Bombardier est très actif sur le sujet de la maintenance, à la fois par la conception même de nos trains. On essaye de concevoir des trains les plus communicants possibles, qui communiquent les défaillances avant même qu'une panne survienne. C'est également les nouvelles technologies qui nous permettent ça, et des objets connectés, ce qu'on appelle l'IoT, qui nous permet, qu'on insère beaucoup dans nos matériels, particulièrement... je pense au Francilien, le train qu'on exploite en Île-de-France, où on est allé très loin dans ces développements-là, et où ça nous permet effectivement d'avoir des matériels très communicants, très performants, qui communiquent le plus possible les défaillances pour traiter et intervenir avant qu'une panne ne se signale, et pénaliser le moins possible l'exploitation. Et puis le dernier élément que je voudrais mentionner, c'est que Bombardier a investi avec l'Université de Valenciennes et la PME Procist pour créer un laboratoire de recherche commun sur ces sujets de maintenance prédictive. Et donc on pense avoir des vraies compétences qu'on peut amener demain dans le système ferroviaire. Voilà, c'est un sujet parmi d'autres. D'accord. Et est-ce qu'il y a de nouveaux services que vous pourriez apporter dans le cadre de l'ouverture à la concurrence des TER ? Sur quels services vous pouvez vous positionner ? Alors, c'est pas tant comme ça que j'aborderai la question, mais c'est plutôt quel service on peut apporter aux exploitants et aux autorités organisatrices, nous, en tant qu'industriels, concepteurs des matériels roulants, donc la maintenance, effectivement, que je viens d'évoquer. Il y a aussi un deuxième enjeu, peut-être, qu'on peut évoquer, c'est le premier enjeu, c'était donc la disponibilité à travers ce sujet de la maintenance. Le deuxième enjeu, c'est l'attractivité des matériels. Et on voit qu'on a
un programme de rénovation important des matériels TER qui va s'ouvrir, puisque les régions ont beaucoup renouvelé ces 15 dernières années les matériels roulants. Il y a aux alentours des années 2021-2023 des programmes de rénovation à mi-vie des matériels qui vont s'engager, notamment sur les flottes de matériel AGC que Bombardier a construit. Et donc, il faut saisir cet enjeu de rénovation des matériels roulants pour les rendre évidemment encore plus performants, mais aussi très attractifs vis-à-vis des voyageurs, et en proposant de nouveaux services à bord de ces matériels roulants. On peut penser évidemment à la Wi-Fi, l'information voyageur dynamique, un nouveau confort, des conditions de confort et d'éclairage qui provoquent un sentiment de bien-être à bord du train, ou la vidéosurveillance par exemple. Et donc nous avons aussi en tant que constructeurs une expérience et un savoir-faire dans ce sujet de la rénovation des matériels roulants. On le fait pour des tramways, on l'a fait à Lille et à Grenoble, et là on le fait actuellement pour des matériels TER en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc c'est des choses aussi dont il faut que collectivement, je dirais, les acteurs du ferroviaire se saisissent pour vraiment aussi attirer les voyageurs à bord des trains en rendant ces trains, les trains des générations plus anciennes, les plus confortables et attractifs possibles. Roch Brancourt, tout à l'heure, a dressé la liste des entreprises qui ont répondu à l'appel à manifestation d'intérêt en Pays de la Loire. Il y a Alstom, pas Bombardier. Pourquoi ? Je crois qu'en région Grand Sud, c'était un petit peu l'inverse. Donc, je pense que chacun se teste un peu. On pourra, indépendamment de la réponse ou non à l'AMI, on pourra évidemment contribuer à la réflexion de la région Pays de la Loire et apporter notre contribution. Très bien. Alphin Train, en revanche, a répondu sur les deux AMI. Vous pouvez nous expliquer pourquoi et peut-être en 2 mots présenter votre entreprise que tout le monde ne connaît peut-être pas. Oui, très bien. Donc Alpha Train, on est le leader européen de la location opérationnelle de matériel ferroviaire. Donc on a un parc d'environ 800 véhicules, des locomotives, des trains régionaux qui sont exploités dans 17 pays européens. Donc on est présent dans quasiment tous les pays européens, y compris en France. On a dans la salle quelques opérateurs de fret avec qui on travaille. Donc notre métier, depuis 20 ans, c'est d'acheter des trains neufs, des trains d'occasion, de les louer, de suivre l'exploitant, d'apporter du support technique pour l'entretien, et également de rénover ces trains et de s'assurer qu'on a des matériels qui restent attractifs tout au long de leur vie. On est le partenaire de tous les opérateurs, de tous les constructeurs à peu près, et donc du coup on a une position un peu on se définit nous comme un expert indépendant de l'industrie ferroviaire, et donc on a une vue particulière sur l'ouverture à la concurrence. Du coup, moi j'aurais voulu... Oui, peut-être avant de vous demander quel modèle vous souhaitez voir privilégié pour l'ouverture à la concurrence dans des TER en France. Pourquoi vous êtes positionné sur les appels à manifestation d'intérêt en 2 mots ? Justement parce qu'on a 20 ans d'expérience dans l'ouverture à la concurrence des trains régionaux, notamment en Allemagne, où on est un acteur majeur. Et donc à ce titre, on a notre expérience à partager. Et aussi, on pense que la gestion du matériel roulant, indépendamment de l'opérateur historique, c'est un élément, et puis de manière durable et efficace, c'est un élément clé de la réussite de l'ouverture à la concurrence. C'est-à-dire que le matériel roulant, c'est une barrière à l'entrée, mais c'est aussi un élément clé de l'attractivité du train. Okay. Et donc, quel modèle soutenez-vous dans ce cadre ? Est-ce que vous avez un modèle privilégié ? Je vais un peu suivre ce que disait monsieur Valence. Hein. On a à côté de nous un pays qui a fait sa mutation de la concurrence il y a 20 ans, c'est l'Allemagne. Et avec 20 ans de recul, on peut dire que ça a été un formidable succès. Et ça continue d'être un formidable succès. Alors je voudrais juste pour vous fixer un petit peu le panorama, le TER en Allemagne, c'est quasiment 700 millions de trains-kilomètres. Depuis, entre 2002 et 2016, c'est 70 millions
de trains kilomètres créés en plus. Le TER en France, c'est 170 millions de kilomètres, donc une création d'offres énorme. C'est plus 50% de fréquentation. Et c'est plus de 500 km de lignes réouvertes et avec des projets qui foisonnent. Donc ça, c'est le premier point, c'est un marché en développement et collectivement, c'est ce qu'on doit réussir à accomplir pour le TER en France. C'est aussi une offre de grande qualité et dense partout, y compris dans les territoires les moins peuplés. Et enfin, ce sont des coûts de production qui sont très largement plus faibles que ceux qui sont constatés en France jusqu'à présent. Donc, pour vous donner encore quelques éléments de référence, le coût de production du TER en France, c'est de l'ordre de 25 € du train kilomètre. En Allemagne, on est de l'ordre de 15 € du train kilomètre. Du point de vue de la puissance publique, ça se traduit comment ? Ça veut dire que pour faire rouler un train pendant 1 kilomètre en France, la puissance publique met 20 € de subvention. En Allemagne, c'est 10 € de subvention. Donc, ça veut dire que si on arrivait à faire un modèle TER aussi performant que ce modèle-là, on économiserait globalement, collectivement, 2 milliards d'euros et il n'y aurait absolument plus aucun sujet sur les fermetures de lignes, les petites lignes et on va dire la contraction d'offres qu'on a pu constater. Donc, alors, bien sûr que ça s'est pas fait en un jour. La question, c'est comment est-ce que on arrive à avoir un modèle performant comme ça. Et j'aimerais vous citer un cas, Monsieur Steinmetz, d'une exploitation faite par une filiale de Transdev, qui est une exploitation qui s'appelle Mittelrheinbahn. C'est un service ferroviaire, 3 millions de trains kilomètres entre Cologne et Mayence, qui est conventionné par 3 autorités organisatrices. C'est un contrat qui a été gagné par Transregio, qui est un opérateur qui a été créé en 1999 et puis ensuite racheté par Transdev, qui a opéré quelques lignes en Rhénanie-Palatinat, et ensuite qui a gagné ce marché en 2008 jusqu'en 2023. Dans le cadre du contrat, cet opérateur a apporté une flotte de trains nouveaux, loués par Alpha Train, et a construit un nouvel atelier. La flotte de trains, il s'agit de 17 trains qui ont été... en fait, c'était un nouveau modèle de train qui a été homologué. Ils ont été livrés en moins de 2 ans. La flotte, aujourd'hui, il y a 16 rames sur 17 qui sont mises en service commercial tous les jours. Et chaque train roule plus de 200 000 km par an. Il faut savoir que sur le train régional en France, d'après une étude TDIE, la moyenne, c'est entre 90 000 et 120 000 km. Bref, qu'est-ce que c'est que ce modèle ? C'est un modèle qui est un modèle local, par un opérateur local, qui met en place des solutions sur mesure, avec une flotte dédiée, et qui arrive à la fois un très haut niveau de performance, et à la fois un modèle qui est très frugal. Cet opérateur-là, il opère avec 8 € de subvention par train kilomètre, avec l'atelier inclus, le matériel roulant inclus. Voilà, donc à la limite, moi, c'est presque un message il y a un message d'espoir derrière ça, c'est que ces solutions sur mesure, locales, avec des acteurs agiles, comme cet opérateur qui a été créé en 99, ça génère de la performance. Il n'y a pas besoin de programme industriel géant, il n'y a pas besoin d'organisation complexe. On sait faire de la performance ferroviaire avec ce type de modèle très agile, et nous, on y contribue humblement avec la flotte qu'on fournit. Et vous pensez que ce modèle est facilement transposable en France ? Mais je pense surtout que l'ouverture à la concurrence, c'est surtout l'opportunité de changer de modèle industriel et de modèle d'exploitation, et de le faire évoluer pour le mieux. Donc je suis sûr que le programme Cap TER 2020 permet aussi de faire évoluer la manière dont les trains sont exploités. Et demain, ça sera aux opérateurs concurrents de proposer une manière différente. Si on fait la concurrence, mais qu'on continue exactement avec les mêmes recettes,
les mêmes trains, les mêmes modèles industriels, la même maintenance, effectivement, le gain en performance et surtout l'attractivité pour les usagers risque d'être limité. Merci. Je vous propose maintenant de vous donner la parole. Si dans la salle, vous souhaitez réagir à ce que viennent de dire nos invités, si vous avez des questions, c'est le moment. Il y a un micro qui va pouvoir passer dans la salle. Donc n'hésitez pas. Est-ce que quelqu'un dans la salle a une question ? Monsieur, si vous pouvez vous présenter quand vous prenez la parole. Merci. Merci. Oui, bonjour, Jacques Ouvenagel. Je voudrais poser une petite question. Si j'ai bien compris, Alstom fait rouler des trains à hydrogène en Allemagne depuis maintenant 1 an. Et je voudrais savoir, la question s'adresse plutôt à M. Pouillet ou à M. Lacroix, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que la France est en train de prendre du retard dans ce domaine ? Bon, il n'y a pas besoin de caténaire, il y a un certain nombre d'avantages, donc je voudrais avoir votre point de vue, là-dessus. Merci pour vos réponses. Qui souhaite prendre la parole en premier ? Franck Lacroix ? Je peux bien dire 2 mots. Enfin, 2 mots, plus que 2 mots, parce que je pense que c'est un sujet central, très, très important. C'est que les TER aujourd'hui sont pour, je dirais, à peu près 20% de notre consommation d'énergie utilise du diesel. Et donc ça représente le diesel à peu près 75% de nos émissions de CO2. Et donc si on veut régler ce sujet-là, il faut évidemment aborder, et sans attendre, des technologies plus performantes. Alors, je crois que ça a été évoqué tout à l'heure, me semble-t-il, par Benoît Simian. Il y a un engagement fort de pratiquement toutes les régions à s'engager dans cette voie. Elle a demandé à Alstom et à la SNCF de se mobiliser dans cette direction-là pour permettre, quelque part, la première circulation de trains à hydrogène en France, de manière commerciale, en début d'année 2022. Donc c'est extrêmement rapide. Je vous garantis que l'opérateur que nous sommes, que je représente ici, et l'industriel Alstom ont travaillé d'arrache-pied pour être prêts dans ce calendrier. Les régions ont fait un très très gros travail et ont montré des signes de volonté très importants de s'engager, y compris économiquement, sur le sujet. Et donc maintenant, il reste une question cruciale qui est de finir le tour de table du financement de cette opération pour rendre ça possible. Ce que l'on souhaite, c'est que ce tour de table puisse être fait, disons, autour de l'été, donc d'ici quelques mois. Vincent Pouillet, vous avez un mot à ajouter ? Alors nous, on est directement... le transport ferroviaire ne peut pas s'abstenir de regarder son empreinte environnementale. Nous, on possède une large flotte de trains diesel et donc on est directement concerné par ces sujets. Moi, si j'ai un message à faire passer, c'est de dire que ces technologies, trains hydrogène, trains batterie, motorisation hybride, elles sont globalement matures et des gens comme nous ou d'autres sont prêts à investir dans ce type de train. Donc on n'est plus à un stade où on est en train d'essayer de savoir ce qui marche pas. La deuxième chose que j'ai à dire, c'est qu'en Allemagne, il y a un premier projet qui a généré un petit peu d'euphorie. Et puis maintenant, la dynamique du marché allemand, elle est un peu différente. Est-ce que ces innovations permettent de construire un modèle d'exploitation des trains régionaux qui soit durable et soutenable, à la fois d'un point de vue opérationnel, mais aussi d'un point de vue financier. Et donc, derrière ce premier projet hautement subventionné, on a des appels d'offres qui sont lancés par les différentes AOT qui intègrent toutes les dimensions, c'est-à-dire à la fois l'acquisition du matériel, son exploitation, sa maintenance, et qui demandent aux différents acteurs, nous, les exploitants et les constructeurs, de prendre des engagements forts et de long terme. Et il n'y a que comme ça qu'une AOT peut avoir la vision complète de est-ce que c'est un modèle qui va fonctionner. Et la réponse, les réponses seront multiples. C'est-à-dire qu'à un service donné, il y aura une technologie ou une méthode qui sera plus performante que l'autre. Mais l'important, ce n'est pas justement de rester bloqué sur la technologie en elle-même, mais c'est bien de regarder le coût complet. Et puis, dernier point,
si on s'intéresse surtout aux émissions polluantes, il faut surtout s'intéresser, c'est un peu comme les camions, il faut d'abord s'intéresser aux flottes les plus anciennes, puisque les motorisations diesel les plus anciennes sont celles qui polluent le plus. Et donc, pour moi, le sujet du TER en France, c'est avant tout d'aller rénover les motorisations thermiques les plus anciennes. Les trains diesel de dernière génération, ils sont déjà à des niveaux d'émissions qui sont déjà bien meilleurs. Donc en volume de particules fines émises, c'est beaucoup plus faible. Je souhaiterais donner aussi la parole à Sophie Espier sur le sujet. Quelle est la position de Bombardier sur la question? Et puis, la conclusion de Vincent Pouillet me permet de rebondir, parce qu'effectivement, on partage assez l'idée que dans le cas de la France, on a des flottes de TER diesel très importantes, qui sont pour certaines anciennes et qui arrivent en rénovation mi-vie à l'horizon 2021-2023. Je parlais de la flotte AGC qu'on connaît bien puisqu'on l'a construite, mais il y en a d'autres, il y a les TER 2NPG, etc. Et ces flottes de trains-là, elles sont encore, une fois qu'elles seront passées en rénovation mi-vie, elles sont encore valables pour 20 ans de service. Ces trains-là, on ne va pas les mettre à la benne. Alors là, sinon, on serait vraiment dans une logique pas du tout développement durable, mais il s'agit vraiment de travailler sur leur conversion. Et donc, pour cet enjeu-là, il nous semble que il faut transformer ces matériels-là, et on propose, nous, une contribution dans ce débat-là qui est de convertir ces trains diesel existants en trains 100% batterie. On a proposé un projet que l'État d'ailleurs a inscrit dans le contrat de filière ferroviaire. Certaines régions y montrent un intérêt, la SNCF également, et on commence à y travailler ensemble. Et donc on pense que là, il y a vraiment une logique aussi et une solution pertinente à cet enjeu de verdissement du parc. Ça ne veut pas dire que la technologie hydrogène n'est pas valable, mais on pense qu'il y a un panel de solutions à développer qui répondent aux problématiques du parc de matériel roulant en France, et puis également aux problématiques d'exploitation, parce que chaque ligne a des caractéristiques et des exploitations différentes et n'appelle pas la même solution technique en termes de motorisation. Voilà. Y a-t-il une autre question dans la salle? Alors, plusieurs questions. Le micro, on a besoin du micro, monsieur, et puis après monsieur. Bonjour, je suis Jean-Luc Mine et je suis historien, et je m'intéresse au domaine ferroviaire. En fait, ma question, c'est par rapport aux centres de maintenance ferroviaire et leurs évolutions. En fait, l'idée, c'est plutôt de voir, par exemple, ou plutôt une suggestion, plutôt qu'il y ait un centre de maintenance aux différents types de centres. Est-ce qu'il pourrait pas y avoir, en fait, également des centres indépendants qui pourraient s'adapter aux opérateurs, comme par exemple au niveau du domaine routier, il y a des garages ou des centres qui s'adaptent dans la maintenance de différents modèles. Merci. Qui souhaite répondre à cette question? Donc, je veux bien profiter de la question pour préciser un point qui me paraît important. Je crois qu'on partage ça assez largement avec l'ensemble des opérateurs. C'est que la maintenance est un sujet crucial pour un opérateur ferroviaire, parce qu'elle a une implication très directe sur la qualité du service, la disponibilité du matériel et la régularité de nos trains. Sur le coût, c'est évident aussi. Je vous signale que d'ailleurs pour le coût de la maintenance dans le bilan de TER, c'est à peu près 17% de nos coûts. Donc c'est pas un truc négligeable, évidemment. Et donc bien sûr, on peut imaginer des tas de schémas, mais ce qui nous paraît très important, c'est de l'interface entre les opérations et la maintenance qu'il faut chercher à toute force à optimiser. Je ne dis pas que la coactivité entre un mainteneur d'un côté et un opérateur de l'autre ne fonctionnerait pas, mais je pense que si c'était cette option qui était choisie dans tel ou tel endroit, alors là, il faudrait travailler de manière très très approfondie et rigoureuse sur la coordination de ces deux acteurs, parce que c'est déterminant. Donc on va prendre une autre question. Monsieur, un petit peu derrière, au milieu de la salle. Lionel Favier, je suis membre de l'AUT Île-de-France. Alors la privatisation, est-ce que cela se fait avec des voies neuves? Parce que le plus gros problème actuellement pour le réseau TER, c'est la qualité de l'infrastructure.
le matériel est souvent très performant, l'infrastructure est totalement déficiente. Bien des lignes sont fermées à cause de la déficience de l'infrastructure. Donc qui paye la remise en état de cette infrastructure? Est-ce qu'il y aurait une mise en concurrence également des entreprises chargées de la rénovation de l'infrastructure? Parce que je crois avoir entendu que les régions se plaignaient de la facture de remise en état proposée par la SNCF à chaque fois. Parce que ça, c'est un problème crucial, c'est que la qualité du service dépend véritablement des phases de travaux, et les phases de travaux entraînent des interruptions de circulation qui entraînent une dégradation du service, qui entraînent une fuite de la clientèle. Donc il faudrait au moins que cela se fasse sur des voies neuves. Et qui paye on va donner la parole à nos élus régionaux. Voilà. Qui les paye? Roch Brancourt, vous commencez. Bon, à la fin de l'histoire, c'est toujours le contribuable qui paye. Plusieurs remarques. La première, c'est que vous avez parlé de privatisation. Moi, je tiens à ce que les gens utilisent des termes appropriés. Il me semble on ne parle pas de privatisation. On parle d'ouvrir à la concurrence, mais ça reste quand même des appels d'offres qui sont pilotés avec un niveau d'offre qui est défini par l'autorité organisatrice. Donc c'est bien un service public qui est concédé ou qui est ouvert à plusieurs opérateurs qui peuvent concourir, mais il ne s'agit pas à proprement parler de privatisation. La deuxième chose, c'est que vous avez tout à fait raison de souligner l'importance de l'état du réseau. C'est une des raisons pour lesquelles je crois que toutes les régions qui se préparent à ouvrir leur réseau à la concurrence font un travail avec SNCF Réseau qui nous accompagne pas mal pour déjà bien connaître l'état du réseau et pouvoir mettre à disposition dans ces cahiers des charges des opérateurs qui vont répondre des informations fines sur l'état du réseau. C'est la deuxième chose. Et puis ensuite, bien sûr, il faut remettre en état le réseau. Et à ce titre-là, c'est déjà aujourd'hui beaucoup, s'agissant du réseau sur lequel circulent des TER, c'est beaucoup les régions qui financent la rénovation du réseau. Et à ce titre-là, on est effectivement, en tant que région, très intéressé par toutes les évolutions dans la façon de réaliser les travaux, dans la manière de piloter la maîtrise d'ouvrage, etc., pour que les coûts baissent. Parce qu'il est indispensable, nous l'avons dit à Patrick Jeantet, nous l'avons dit à SNCF Réseau, il est indispensable de trouver les moyens de faire baisser les coûts de travaux sur les réseaux, à défaut de quoi on n'arrivera pas à tout faire, et c'est un vrai enjeu au-delà de l'ouverture à la concurrence pour l'avenir de ce mode de transport. David Valence, vous souhaitez réagir ? Oui, d'abord pour aller dans le même sens que ce que disait mon collègue sur la précision des mots, privatiser, c'est rendre un bien qui est public, le rendre privé. C'est pas le cas, ni sur les voies ferroviaires, ni sur les matériels. Et donc, il n'y a pas de privatisation à proprement dit, il y a une ouverture à la concurrence. Et en toute hypothèse, il est très probable qu'à la fin, on se retrouve avec une situation de SNCF, et c'est ce que je lui souhaite, parce que c'est une très belle entreprise dont les salariés sont très attachés à leur mission, et c'est une force. Dans une situation dans laquelle SNCF fera sans doute rouler, si tout va bien, comme c'est le cas en Allemagne, autant de trains, voire plus, après l'ouverture à la concurrence, même si elle aura perdu des marchés, comme c'est le cas de la Deutsche Bahn. Je crois qu'il y a des représentants de la DB dans la salle, qui doit faire rouler à peu près 72% de l'offre ferroviaire en Allemagne, et qui pour autant gère plus de trains qu'avant l'ouverture à la concurrence en 1997. Pour aller dans le sens de ce que disait notre collègue, alors nous dans la région Grand Est, on est la troisième région la plus concernée par ce sujet du capillaire voyageur, puisqu'on a un montant d'investissement d'un peu moins de 900 millions d'euros nécessaires pour préserver les lignes qui étaient circulées à la fin de l'année 2017. Il n'y aura pas une seule approche sur ces axes. Je crois qu'il faut le dire très clairement. Il y a bien sûr cette question de pousser réseau à faire des travaux moins chers. L'objectif, ce serait 30%, mais ce sera souvent plus 15 ou 20, à notre avis. Mais de toute façon, les solutions, y compris en financement, ne seront pas les mêmes. On a, sous cette catégorie des petites lignes, on a des choses qui n'ont rien à voir ensemble. Rien. On a des ananas et des carottes. Vous avez des lignes qui sont très circulées,
et dont parfois la révélation qu'elles sont considérées comme les petites lignes, enfin en tout cas qu'elles ont un emport de voyageurs très important dans les trains qui circulent, qu'elles sont des petites lignes provoquent de la stupéfaction chez les acteurs locaux. Je pense à, par exemple, pour ce qui concerne notre région, à Épinal-Nancy, avec plus de 6000 voyageurs jour, donc c'est pas une petite ligne. Mais effectivement, il n'y a pas de fret, donc mécaniquement, moins de trains qui roulent que sur d'autres axes. Donc vous avez des lignes donc, qui sont des lignes que nous considérons comme étant d'intérêt national, en termes de type de liaison qu'elles assurent, qu'elles soient transfrontalières ou ville moyenne métropole, c'est-à-dire architecture urbaine de notre pays, dont la singularité, c'est bien ce manteau de ville moyenne qui parsème le territoire et où est né et où s'est cultivé le sentiment républicain dans le temps. Et puis on a des lignes sur lesquelles il y a un niveau de liaison avec moins de voyageurs et aussi moins de trains qui circulent, mais qui est néanmoins des lignes qui assument des liaisons importantes pour le maillage du territoire, sur lesquelles il y aura un financement sans doute majoritairement des collectivités, parce que j'oublie pas qu'il y a des métropoles, des intercommunalités qui se mobilisent, des départements parfois même hors compétences dans un certain nombre de cas, mais où la part de l'État sera nécessairement moins importante. Et puis il y a des lignes sur lesquelles ou bien la pertinence de l'exploitation ferroviaire sera questionnée, ou bien il faudra trouver des solutions complètement innovantes. Et c'est ce que nous on fait. Monsieur qui avait posé la question, c'est ce que nous on fera effectivement sur la ligne Nancy-Contrexéville, où c'est bien un contrat de partenariat qui est envisagé aujourd'hui, parce que de toute évidence, et même en optimisant les coûts, en faisant sur la signalisation embarquée, en faisant du passage à voie unique, etc., on arrive à un coût global d'au moins 66 millions. Ce qui, pour une ligne qui, en toute hypothèse, est une ligne qui a un taux de couverture légèrement inférieur à 30% dans les hypothèses les plus favorables, n'est pas possible, n'est pas envisageable. Donc notre pari, c'est de dire, essayons autre chose, comme d'ailleurs le fera sans doute la région Occitanie, sur la délégation de gestion, et donc sur la capacité à commander, nous, régions, par délégation de gestion de l'État, propriétaire de l'infrastructure, après, dans quelques semaines. Donc, capacité de choisir ceux qui feront les travaux sur cette ligne pour que ça coûte moins cher que ça ne coûte aujourd'hui. Mais encore une fois, il n'y aura pas une seule solution. Mais il y a aussi une chose qui est sûre, c'est que la question des infrastructures, en France, on a parfois, là aussi, ne croyez pas que je suis un technophobe, au contraire. Puisque j'ai dit tout à l'heure que le recours aux nouvelles technologies, le progrès technique n'épuisait pas le recours au mode lourd. Mais pour autant, on ne passera pas à côté de la question des infrastructures. Et il ne sert à rien de s'en distraire, c'est un sujet majeur, ça reste un sujet stratégique majeur. C'est vrai en Pologne, c'est vrai en Allemagne, c'est vrai en Grande-Bretagne. Il faut regarder ce que les Britanniques mettent sur leur réseau ferroviaire en termes d'investissement. Et il n'y a pas de raison que ce ne soit pas vrai en France. Donc ça sera une question majeure. Et moi, je suis convaincu que sur certaines lignes, il y aura des suspensions qui seront provisoires ou définitives, mais sur certaines lignes, le potentiel de développement des circulations n'a pas été exploité, et le potentiel d'optimisation des travaux n'a pas été exploité non plus, parce qu'on propose des types de travaux qui sont exactement les mêmes, selon qu'il roule 600 trains sur une ligne, ou selon qu'il en roule 20 par jour. Franck Lacroix, vous souhaitiez prendre la parole ? Je suis très en phase avec ce que vient de dire David Valence. Je pense que d'ailleurs l'opérateur que nous sommes a aussi un terrain d'innovation à explorer sur des opérations mieux adaptées à un certain nombre de circonstances, comme on se l'est déjà dit à de nombreuses reprises. Je voulais juste rajouter une chose sur la question centrale de la rénovation de nos infrastructures ferroviaires. C'est l'objet central de la réforme ferroviaire. Avec ces volets que vous connaissez tous, la réduction de la dette de la SNCF par la reprise de dette de l'État, qui donnera plutôt à Réseau la capacité, plutôt que de rembourser des frais financiers, d'investir sur le réseau. Ça, c'est un premier volet. Et un deuxième volet qu'il faut bien tous avoir en tête, c'est la trajectoire de performance économique imposée au groupe SNCF dans sa globalité,
pas seulement l'opérateur de réseau, mais aussi les opérateurs de mobilité, SNCF Mobilité, dont je rappelle que la totalité des résultats en termes de dividendes a vocation à rester dans le groupe et à être transféré à réseau pour donner à réseau une capacité d'investissement supérieure. Donc nous-mêmes, au sein du groupe SNCF, opérateurs de mobilité, sommes attendus dans une trajectoire de performance économique pour donner à réseau les moyens d'investir plus fortement sur nos infrastructures. Alors, je suis désolée, il y a encore des mains qui se lèvent. On ne va pas, là, le temps qui nous était imparti et s'arrête. Si vous avez une question très courte, très très courte, on la prend et après on arrête là. Monsieur. Et donc une réponse aussi très courte, bien sûr. Oui, je vous remercie. Je m'appelle Bopi Matina, scientifique, président de l'association internationale scientifique. Mon problème est basé sur l'innovation, les sciences de l'espace. On a beau avoir des infrastructures comme il faut, mais pour la compétitivité, comment feriez-vous sans les satellites qui vont contrôler tout votre système ferroviaire? Pourquoi je pose cette question? Parce que, par exemple, le système ferroviaire qui passe dans le monde rural, les arbres qui sont autour, ils peuvent tomber sur nos rails et tuer le monde. Alors que le système satellite contrôle tout ça, l'efficacité des infrastructures, et par exemple, un arbre, dans 6 mois, ça peut tomber. Les satellites déterminent ça pour couper au niveau de la sécurité et de l'économie compétitive. Alors, qui souhaite répondre sur cette question qui tourne autour de l'innovation technologique? Ils sont tous d'accord. Je peux juste dire un mot. Nous, dans nos clients, ceux qui arrivent à faire de la performance, ce sont des opérateurs agiles qui font du sur-mesure, qui font du local. Et c'est ça, aujourd'hui, qui fait de la performance. On le voit dans le train régional, mais en France, même au sein du groupe SNCF, par exemple, dans le fret, les entités qui s'en sortent, ce sont celles qui ont réussi à mettre tous ces ingrédients ensemble. Et je pense que c'est vraiment vers là qu'il faut aller. Puisque le sujet de l'entretien des abords de voies ferrées est un vrai sujet en termes de performance ferroviaire et sur lequel il y a du progrès à faire dans la connaissance réelle des ouvrages en terre, de tout ce qui est à proximité des infrastructures. Et il y a un vrai sujet de productivité derrière ce sujet de simple entretien qui a l'air quotidien, mais qui n'est pas accessoire. Ce sera, si vous le voulez bien, le mot de la fin. Je suis désolée pour les personnes qui n'ont pas pu poser leurs questions. Je vous invite à les poser tout à l'heure lors du cocktail qui nous réunira tous. Et donc, il me reste à remercier chaleureusement tous nos invités pour la qualité de débat. Et donc, je vous invite bien sûr à rester pour la suite de notre programme, puisque nous allons récompenser maintenant les régions qui vont remporter nos grands prix des régions TER. Donc, à tout de suite.